ça donne un effet bien plus musculeux à la voiture et perso j'aime beaucoup. Bon, en revanche, plein de touches sensitives, vous connaissez désormais ma position là-dessus, je trouve ça très nul, ça marche pas. Est-ce qu'on l'achète ou pas? Écoutez, il n'y a que votre porte-monnaie qui pourra le savoir. Bonjour à tous, bienvenue sur l'Automobile Magazine et bienvenue au pôle mécanique d'Alès. Alors pourquoi un circuit aujourd'hui? Parce que j'ai envie d'essayer de tenter de répondre à la question: est-ce qu'on peut réellement faire une voiture de sport électrique? En tout cas, c'est ce qu'essaye de faire Audi avec l'e-tron GT depuis quelques années maintenant, une voiture qui a été restylée il y a peu de temps. Et donc aujourd'hui, on a décidé d'aller voir ce que ça donnait un peu en dynamique. Mais vous savez quoi? Ça, c'est la version S e-tron GT. C'est un peu l'entrée de gamme de la gamme e-tron GT chez Audi. Mais pour aller sur circuit, on va essayer de trouver quelque chose peut-être un petit peu plus approprié. C'est la RS e-tron GT Performance. Cette version Performance, version de pointe de l'e-tron GT, elle a été introduite avec le restylage. Un restylage qui d'ailleurs a fait du bien à cette voiture parce que je trouvais que c'était un petit peu compliqué avant de distinguer la version e-tron GT normale de la version RS, la version un peu plus méchante, on va dire, de cette voiture. Tout ça a été corrigé avec des pare-chocs beaucoup plus expressifs. Ça donne un effet bien plus musculeux à la voiture et perso, j'aime beaucoup. Sachez que vous pouvez aussi opter pour quelques milliers d'euros pour avoir du carbone forgé. Alors ça, c'est du goût de chacun. Est-ce que vous aimerez, est-ce que vous aimerez pas? Chacun son truc, mais en tout cas c'est plutôt sympa d'avoir cette option là. Il y a de nouvelles jantes aussi qui ont été proposées au catalogue, 21 pouces celle-ci, et du coup ça permet d'admirer derrière l'énorme système de freinage carbone céramique, option également. Mais sachez que l'Audi e-tron GT c'est quand même un très gros bébé, quasiment 5 mètres de long pour 2 mètres de large. C'est également beaucoup de poids, 2 tonnes 3, un petit peu plus de 2 tonnes 3 annoncé. Donc c'est assez rassurant d'avoir des freins aussi énormes. Pour parachever toutes les transformations qui ont été faites au restylage, on va aller voir l'arrière de la voiture parce que je trouve ça très sympa aussi d'avoir eu pour le coup un diffuseur beaucoup plus expressif et beaucoup plus méchant que ce qui existait avant. Quand on suit la voiture sur la route, ça fait vraiment quelque chose de bien énervé, de bien campé par terre. Bref, très belle auto, bien expressive. Et puis je vous le disais, version de pointe, forcément c'est la plus puissante de la gamme. Ici on peut avoir jusqu'à 925 chevaux, 1027 Nm de couple. C'est des chiffres qui sont absolument mirobolants et surtout ça en fait de très loin l'Audi de série la plus puissante jamais produite par la marque. Il y a vraiment de quoi en découdre sur circuit, donc écoutez, je vais aller m'équiper, on va aller faire le petit briefing de sécurité et puis on va aller voir ce que ça donne sur la piste tout de suite. Petit tour de chauffe, parce qu'avec des gros gommards comme ça et une voiture qui fait 2 tonnes, et forcément il faut faire en sorte d'avoir un peu de grippe, sinon on va très vite le sentir. Ouais, ça va très vite en sous-virage là pour l'instant. Allez, fin du tour de chauffe, let's go. Et voilà, au volant de l'e-tron GT, RS e-tron GT Performance. Bon alors finalement la sportivité, comment on peut essayer de la décrire? Je dirais qu'il y a 3 items. Le premier, ce serait peut-être la performance. En l'occurrence, avec 748 chevaux, qui peut aller jusqu'à 925 lors des launch control. Clairement, cette RS e-tron GT Performance, elle n'en manque pas justement de performance. Chaque bout droit, c'est un missile. Clairement, il n'y a pas de doute là-dessus. Dès qu'on peut réaccélérer, ça devient tout de suite... Ah là 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 là. C'est vraiment... C'est un jet au décollage en fait, à chaque axle. C'est assez rigolo. Le deuxième chose, peut-être le deuxième item dont on peut parler pour la performance, selon moi, ce serait peut-être le comportement. Et alors là, cette e-tron GT, elle bénéficie de plusieurs choses, notamment de roues arrière directrices de série. Ça, c'est quand même bien. Et puis d'un truc assez incroyable, une suspension hyper sophistiquée, dont je vous parlerai une fois que j'aurai fini mes tours de circuit parce que là il faut quand même que je reste concentré. « 200 au bout de la toute petite ligne droite du circuit d'Alès. » Ah là 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 là, ça tient quand même bien le pavé, hein. C'est pas exceptionnel, mais franchement, niveau efficacité, on est quand même pas mal pour un parpaing pareil. Parce que oui, du coup, le troisième item, je pense, pour la performance, je dirais que c'est le poids. Et là, malheureusement, à 2 tonnes 3,
il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle du tout. C'est-à-dire que si on freine pas très très tôt, eh ben on finit dans le mur. Alors heureusement, les carbones céramiques, ils font le boulot. Mais alors par contre, le toucher de pédale, il est très bizarre. Très très chelou. J'aurais bien aimé une voiture avec plus de mordant. Et surtout, un freinage qui est un peu plus rassurant, qui permet de mieux sentir où on en est dans le dosage du frein. Là, il y a quand même une vraie transition entre le freinage physique et le freinage régénératif, et ça se sent. Bon, malgré tout, quand on respecte les points de freinage, eh ben ça fonctionne. Côté comportement, c'est sympa, ça peut être légèrement survireur à la réaccélération. Bon, alors ça en fait pas une voiture qui drift, mais quand même, quand on met les gaz un peu volant braqué comme ça, hop là, il y a quelques petites corrections à faire. C'est toujours assez rigolo, franchement. Et c'est déjà le tour de refroidissement. Bon, ouais, c'est sympa cette RS e-tron GT. C'est pas une super sportive, hein. On n'est pas non plus vraiment au niveau d'un Porsche Taycan, mais ça reste quand même sacrément efficace pour le parpaing que c'est. Vous voulez le truc rigolo à bord de l'RS e-tron GT Performance après quelques tours de circuit? Bah, la conso à l'ordinateur de bord, c'est 99,9 kWh au 100 km. Et sachez que je pense que c'est la valeur qui est affichée et on peut pas aller plus loin parce qu'à mon avis, il n'y a pas la place pour 4 chiffres. Et ça y est, nous voilà de retour au box après ces quelques petits tours de circuit. Comme prévu, je vous ai dit que j'allais... Excusez-moi, on est sur un circuit. Je vous ai dit que j'allais vous expliquer comment fonctionne cette suspension un peu magique de la RS e-tron GT Performance. En fait, c'est une suspension qu'on a déjà vue chez Porsche. On la trouve notamment sur la Panamera et également sur le nouveau Taycan. C'est une option à 8 500 €, donc il faut vraiment la vouloir. Et c'est une suspension qui permet de faire un correcteur d'assiette. C'est-à-dire que globalement, on part d'une suspension pneumatique, on garde en guise de ressort les boudins pneumatiques et les amortisseurs, en fait, ça devient un peu comme des vérins. Chaque amortisseur est indépendant les uns des autres, chacun dispose de son propre circuit hydraulique avec en fait un fluide qui peut être mis sous pression très très fort et très très vite, et ça permet de contrer tous les mouvements de la voiture. C'est-à-dire que globalement, à l'accélération, la voiture reste plate, elle ne se cabre pas. Au freinage, c'est exactement pareil, elle ne plonge pas, elle reste plate aussi, et ça annihile également le roulis dans les virages. Donc en fait, il n'y a même pas de barre anti-roulis sur cette voiture. Et les sensations au volant, c'est très spécial parce que globalement, en fait, on perd un peu ses repères. C'est-à-dire que freiner, on décélère assez rapidement, mais comme il n'y a pas la sensation de plonger, on ne sait pas trop où on en est, donc il faut vraiment avoir des bons repères visuels sur la piste parce que sinon c'est un peu étrange. Et le fait de virer à plat dans les virages, c'est pareil, il y a un côté pas très naturel. On s'attend, le cerveau s'attend à ce qu'on soit balancé d'un côté et de l'autre, et au final, bah, c'est notre corps qui bouge, mais la voiture, elle, reste relativement plate. Ça marche vraiment très très bien, c'est assez bluffant comme technologie, je trouve. Après, est-ce que ça suffit à faire de la RS e-tron GT Performance une voiture sportive? En fait, je pense que ça dépend de la définition qu'on donne à une voiture sportive. Je vous l'ai dit, c'est très lourd, et globalement, l'inertie sur la piste, on la sent, enfin, dès qu'on fait un freinage un peu trop appuyé, on peut, si on manque sa zone de freinage, on tire tout droit très très vite. On peut arriver facilement aussi en sous-virage si on est un peu trop, on va dire, si on engage un peu trop fort dans les virages dans l'entrée de courbe. Bref, c'est pas une voiture ultra sportive, mais globalement, c'est une voiture sportive comme peut l'être une RS6, une M5 ou une Mercedes E63 AMG, bon, qui n'existe plus, mais l'ancienne génération, si vous connaissez. Bref, ça peut être sportif, mais ça fait pas de miracle. Donc si vous considérez que les voitures comme les RS6 et consorts peuvent être sportives, alors cette voiture est sportive. Si vous considérez que la sportivité, ça va pas au-delà de 1500 kg, bon bah avec celle-ci, ça marchera pas. Ceci dit, on passe quand même un très bon moment au volant, mais c'est foncièrement pas une voiture de circuit. Et du coup, la légitimité, on va dire, de cette version RS e-tron Performance, elle est un peu remise en doute parce que finalement, est-ce qu'on a besoin d'autant de puissance pour rouler sur route ouverte? Franchement, j'en suis pas sûr. Et d'ailleurs, pour ça, bah, écoutez, je vous propose demain de faire un petit bilan sur la route avec la S e-tron GT, la version rouge que vous avez vue en début de cette vidéo et qu'on reprendra demain. Là, bientôt, il n'y a plus de lumière, donc on ne va pas s'échiner à filmer ce soir, ça ne servira à rien. Mais du coup, je vous reprends dans quelques secondes, ce sera quelques heures pour moi, et on verra que finalement, quasiment 600 chevaux, c'est déjà largement suffisant sur la route. J'oubliais, gros avantage de cette suspension active qui peut faire varier la hauteur de caisse comme on le veut. Regardez ce qui se passe si j'ouvre la porte.
boum, plus 5 cm et du coup c'est vachement plus facile de rentrer, de s'asseoir et d'en sortir. Et quand je la ferme, on attend quelques secondes et après, incroyable. Chose promise, chose due, me revoilà au volant de la S e-tron GT. Donc si vous avez suivi cette version entrée de gamme, c'est un peu un gros mot pour une voiture aussi chère, je vous en parle à la fin de la vidéo. Sachez déjà, on va évacuer ça tout de suite, que toutes les versions de l'e-tron GT, en réalité il y a 3 niveaux de puissance, il y a la S e-tron GT, la RS e-tron GT et la RS e-tron GT Performance, celle qu'on avait sur circuit hier. Toutes ces versions ont la même batterie, c'est une batterie qui fait 105 kWh en capacité brute et 97 kWh en capacité utile. Ça permet, selon Audi, d'accrocher un peu plus de 600 km d'autonomie en WLTP sur la version S. Forcément un petit peu moins sur les deux autres versions un peu plus puissantes. Mais a priori, c'est quand même déjà pas mal. Alors sachez quand même qu'en 200 km depuis le début de l'essai, sans compter le circuit bien sûr, 200 km de route avec celle-ci, on est à 24 kWh au 100 km de moyenne. Donc globalement, vous ferez pas 600 km, même en roulant très tranquille, parce que j'ai fait très peu d'accélération sur route. Plus de 600 km en WLTP, je pense que dans la réalité, on fera confortablement 450. Autoroute, on en fera plutôt 300, 350, suivant comment vous roulez. On a quand même l'avantage d'avoir une berline et pas un SUV. C'est une voiture qui est quand même très basse et plutôt profilée, donc ça va assez loin, mais il faut garder en tête qu'il y a beaucoup de puissance et du poids. Forcément, c'est pas non plus la panacée niveau consommation. En revanche, quelque chose qui est top avec cette batterie et avec le réseau électrique à bord de cette Audi e-tron GT, c'est qu'il fonctionne en 800 volts. La tension de la batterie nominale, c'est 800 volts. Ça nous permet de supporter de très fortes puissances de charge, plus de 300 kW de puissance. Je me souviens plus du chiffre exact, mais je vous l'afficherai juste en bas, comme ça vous saurez tout. Et du coup, de recharger très rapidement cette batterie. Audi annonce des chiffres de l'ordre du quart d'heure pour faire 10 à 80%. Donc globalement, c'est quand même assez impressionnant et surtout, ça permet, quand on s'arrête sur l'autoroute et qu'on a accès à des bornes très haute puissance, de ne pas passer sa vie à recharger. Donc ça, c'est toujours agréable pour les longs trajets. Alors les e-tron GT, comme je vous le disais hier, elles sont livrées de série avec une suspension pneumatique. Elle a l'avantage, à mon sens, par rapport à la suspension adaptative que j'ai essayé hier sur la voiture de circuit. Là, j'ai la suspension pneumatique classique et celle-ci, sa caractéristique, c'est forcément de moins gommer tous les mouvements de la voiture. Donc on a un peu plus de plongée, un peu plus de cabrage, un peu plus de roulis dans les virages, mais finalement, on se rend un peu plus compte d'où on en est niveau performance. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression de rouler un peu plus vite parce qu'il y a plus de mouvements de caisse, les mouvements sont plus marqués, etc. Bref, on a moins une sensation gommée qu'avec la suspension adaptative et je trouve que pour la sécurité, c'est pas mal puisque globalement, on est quand même sur des voitures qui sont toutes des missiles. Même cette S e-tron GT qui est, je vous le disais, l'entrée de gamme entre guillemets, c'est déjà 591 chevaux, voire 680 chevaux si en plus de ça on fait un launch control. Donc on a un 0 à 100 3 secondes 4, etc. Enfin, c'est déjà un missile. On est déjà sur une GT++, une voiture qui est capable de performance ultra sportive quand on considère le côté puissance et accélération. Donc le fait de savoir un peu plus où on en est et d'avoir des sensations moins gommées, je trouve que c'est pas forcément un mal. La suspension adaptative, elle est très impressionnante sur circuit et le tour de force technologique est assez dingue. Mais au final, on perd nos repères et du coup, je pense que sur route, ça devient, j'ai pas envie de dire dangereux, mais globalement, le seul truc qui va nous faire dire « Ah ok, là, on va trop vite », c'est pas les mouvements de caisse et c'est pas la voiture qui est à l'agonie, c'est juste le fait que les pneus en fait arrivent en limite de grippe. Et les pneus qui arrivent en limite de grippe, sur route c'est déjà trop tard, il faut vraiment faire super attention à ça. Cette option à 8 500 €, elle joue pour la sportivité, c'est vrai, et ça rend la voiture probablement plus efficace. Je pense qu'en temps autour, si on avait les deux côte à côte, probablement que la version avec la suspension adaptative irait plus vite parce qu'on ressort quand même bien plus vite des virages. Mais globalement, sur route, en fait, je trouve que cette suspension pneumatique, elle est largement suffisante. Après, à vous de vous faire votre avis. Même si le tour de force technologique est impressionnant, je suis pas sûr que ce soit la version la plus adaptée. Quant à savoir si finalement l'e-tron GT au global est une voiture sportive, après avoir fait beaucoup de routes avec celle-ci, je m'en tiens à ce que je disais hier et je reboucle. Si vous considérez qu'une voiture lourde peut être sportive, type RS6, M5 et compagnie, alors oui, cette voiture-là est réellement sportive. C'est une GT++ avec beaucoup de dynamisme, des accélérations vraiment canon. Là, le moindre bout droit, hop là! J'ai fait une accélération qui a duré quoi? 1 seconde 5? Entre 1 seconde 5 et 2 secondes, j'ai pris 60 km/h. C'est complètement fou. Ça, c'est merci l'électrique évidemment, merci la grosse puissance. Quand à côté de ça, on a un châssis qui suit, parce que même en pneumatique, elle reste efficace. Elle n'est pas autant efficace qu'en adaptatif, mais elle reste vraiment efficace aussi. Voilà, on a quand même une voiture globalement super impressionnante et que moi, je considère assez sportive. On n'aura pas évidemment les mêmes sensations que dans une Alpine, on n'a pas les sensations d'une voiture comme une Lotus ou comme une Porsche, mais ça reste quand même sacrément impressionnant pour ce que c'est. Bon, je vous propose qu'on se trouve un petit endroit pour se poser, faire un espèce de résumé un petit peu cette vidéo et puis vous parler 2 minutes du style extérieur et de l'intérieur.
même si c'est pas l'objet principal de cette vidéo. L'habitacle de l'e-tron GT, juste avant qu'on retourne à la gare pour rendre cette voiture, globalement pas grand chose qui change depuis le restylage, on a toujours le même agencement, sachant que bien sûr c'est une voiture qui partage sa plateforme avec le Porsche Taycan. Je trouve que c'est un habitacle un petit peu plus original, en revanche un peu plus dessiné, notamment au niveau de cette planche de bord que sur la Porsche, donc ça c'est toujours assez appréciable. Ici, on a des plaquages carbone, mais on peut avoir autre chose. Toujours du laqué noir, ça c'est un petit peu dommage parce que c'est globalement quelque chose qui se raye assez vite et il y a toujours des traces de doigts dessus. Un nouveau volant aussi, il y a 2 méplats désormais, un au-dessus, un en dessous. Et puis ici, il est siglé S ou RS en fonction de la finition dans laquelle vous êtes. Mais en revanche, plein de touches sensitives, vous connaissez désormais ma position là-dessus. Je trouve ça très nul, ça marche pas. 2 petites palettes derrière le volant. Alors, c'est pas pour la boîte de vitesse, malgré le fait qu'il y en ait une sur le moteur électrique à l'arrière. C'est vraiment ici juste pour gérer la régénération. Bref, un habitacle où on est bien, des sièges qui sont confortables, c'est plutôt bien fini, plus que pas mal d'autres Audi en tout cas, donc ça fait toujours plaisir. Il y a un grand toit vitré ici aujourd'hui qu'on peut choisir d'opacifier via l'écran. Bref, c'est pas mal du tout. Et si on passe à l'arrière, alors c'est un peu la gymnastique pour rentrer parce que le toit est très bas, donc il faut se pencher. Mais en revanche, on est vraiment pas mal installé du tout. Et regardez, à l'avant, le siège il est pour ma position de conduite. Je fais 1m73, je suis pas très grand, mais il y a encore vraiment pas mal de place pour les genoux. Il y a pas mal de place à la tête aussi, plus que ce à quoi je m'attendais dans une voiture avec un profil, enfin un toit aussi fuyant. Et puis on a des sièges qui sont une banquette qui est vraiment agréable, avec des dossiers très creusés, des assises bien aussi. On n'a pas les jambes trop pliées. Bref, franchement, on peut voyager très confortablement à l'arrière. Quant au coffre, il a une capacité franchement décente. En revanche, il n'est pas pratique parce que c'est pas un haillon, c'est juste une malle de coffre. Il est très profond, mais pour y accéder, pour aller chercher quelque chose au fond du coffre, c'est pas ce qu'il y a de plus simple non plus. Bon allez. À quel prix on l'a fait cette Audi? 128 250 €. C'est le ticket d'entrée de cette Audi S e-tron GT qui la place forcément du coup dans la catégorie des voitures de luxe. Et encore, c'est pour la finition de base. Il y a une finition un peu plus équipée avec notamment une sono plus poussée, Bang & Olufsen, caméra 360 degrés, des phares Matrix LED et notamment le chargeur embarqué qui passe de 11 à 22 kW pour les charges en AC. Ça peut probablement être utile pour certaines personnes. Et alors si on part de la version que j'avais hier, la RS e-tron GT Performance, là on parle carrément de 175 350 €. Beaucoup d'argent. Et je trouve, après l'essai de ces deux versions, qu'entre cette S e-tron GT et RS e-tron GT Performance, en fait il n'y a pas spécialement plus de sportivité. Il y a plus de puissance, c'est plus impressionnant à l'accélération, ça marche beaucoup plus fort en ligne droite, mais finalement ce qui va faire la différence entre les différentes versions de cette voiture, c'est plus la suspension que vous allez choisir. L'amortissement pneumatique classique, qui est déjà très capable comme je vous l'ai dit, fera plutôt une voiture un peu plus confortable, etc. Tandis que l'autre amortissement, l'adaptatif, qui est une option à 8 500 € sur toutes les versions, donne une voiture un peu étrange à conduire, mais globalement probablement un petit peu plus efficace sur circuit aussi. Est-ce que c'est ce qu'on cherche avec cette voiture qui n'est fondamentalement pas radicale et pas destinée au circuit? Je suis pas sûr, mais il y a certaines personnes que ça pourrait intéresser parce que l'expérience de conduite est quand même radicalement différente entre les deux voitures. Est-ce que ça la rend plus sportive? Non. Plus efficace? Oui, je pense. Est-ce que cette voiture finalement est sportive? C'est la question à laquelle je voulais répondre dans cet essai. Pour moi, ça l'est, mais ça l'est comme une GT. C'est-à-dire que la limitation, ce sera le poids, on le sait, 2,3 tonnes c'est beaucoup. Les pneus vont finir par saturer. Le tout est de savoir quand. En l'occurrence, je trouve que les capacités dynamiques sont quand même ultra impressionnantes. Il y a quand même une option indispensable si vous choisissez la S e-tron GT, c'est les roues arrière directrices. Ça transforme la voiture et ça permet d'effacer un petit peu ce poids et de rendre l'auto réellement super dynamique et stable à haute vitesse. Bref, une bonne voiture, une belle voiture. Est-ce qu'on l'achète ou pas? Écoutez, il n'y a que votre porte-monnaie qui pourra le savoir. À ce prix-là, je pense qu'on ne cherche pas vraiment un conseil d'achat, mais plutôt un achat plaisir. Donc est-ce qu'on l'achète ou pas? Pourquoi pas? Je trouve ça sympa. C'est à mon sens une des plus belles berlines électriques qu'il y a sur le marché aujourd'hui. Je préfère ça à un Porsche Taycan berline d'ailleurs. Bref, dites-nous tout un peu en commentaire. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous n'aimez pas? Est-ce que pour vous, ce genre de voiture peut être sportif ou non? N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de commenter et puis abonnez-vous. Il y a un lien qui s'affiche juste ici. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'Automobile Magazine. Allez, salut! Clap! Vous savez quoi? C'était pas prévu, mais Audi, ils ont eu la gentillesse d'amener aussi une RS3 sur ce circuit. Et comme c'est un peu un chant du cygne, le 5 cylindres va disparaître.
Bah écoutez, c'est le petit bonus en fin de vidéo. Je vous laisse, je vais pas commenter, mais quelques petits tours de circuit avec la dernière Audi RS3. C'est toujours un plaisir. Donc c'est parti, mode RS Performance enclenché. Et puis let's go. Allez, tour de chauffe terminé. Maintenant on s'amuse. Ah, ce 5 cylindres, il est toujours aussi magique, hein. C'est débile cette voiture, c'est un jouet incroyable.
Oh là là. Dommage Audi, hein. Dommage que vous arrêtiez ça parce que qu'est-ce que c'est drôle une RS3. C'est vraiment top comme voiture. Profitez-en si vous avez l'occasion de mettre la main sur ce moteur et sur la dernière génération d'Audi RS3. C'est fortement recommandé.